Bonsoir à tous, jour de quart de finale dans l'ambiance du Monte Carlo Country Club avec notre expert. Bonsoir Laurent. Bonsoir Christophe. C'est toujours un jour merveilleux, on l'avait dit, soleil annoncé, des quarts de finale, le grand public. Le beau monde est de sortie, et notamment les meilleurs joueurs du monde. Et celui qui est le plus fort en ce moment s'appelle Jannik Sinner. Il a eu du mal quand même contre un sacré joueur qui fait son show très souvent, le petit Rune. Oui, et puis surtout un joueur qui a joué plus de 4h30 hier. C'est vrai. Il a joué 2 matchs, il a fini le match de la veille, puis il a joué un match très très dur contre Dimitrov. On pensait qu'il allait être un peu entamé physiquement, et de le voir là et de voir la prestation qu'il a livrée, très très impressionnante. Dès le premier set, ça part très vite, il y a des jeux blancs, et c'est très fort ce qui se passe entre les deux joueurs qui se connaissent par cœur. Ils s'étaient déjà rencontrés l'an dernier en demi, et c'est Rune qui avait gagné. Oui, et pour la petite histoire, ils habitent dans le même immeuble ici à Monaco, donc c'était un match sonnette, entre voisins. Mais c'est vrai que je pense que Jannik Sinner, on connaît sa forme du moment. Holger n'a pas très bien entamé son tournoi. Moi, je ne l'ai pas trouvé très bon dans ses premiers tours. Puis il est monté en régime. Oui. Et puis là, il affronte quand même le numéro 2 mondial. Et puis il lui a tenu la dragée vraiment haute. Oui, longue première manche, en tout cas, avec des aces et jeux blancs, je vous le disais. Ça tient jusqu'au bout, mais il finit par craquer à 6-4 quand même la première manche. Oui, un break seulement. Mais c'est vrai qu'il y a eu un combat. Il a fait un petit peu plus de fautes. Jannik Sinner, on l'a rappelé, il est tout le temps près de sa ligne. Il joue un petit peu comme le Djoko des grands jours, c'est-à-dire qu'il prend tôt, il rate pas, il met toujours constamment son adversaire sous pression. Et Holger, quand même, retrouvait un service, retrouvait son coup droit, retrouvait un peu de fougue, mais il lui manquait peut-être quelque chose supplémentaire. Peut-être les jambes, vous l'avez dit, plus de 4h30 de match parce qu'il était obligé de jouer 2 rencontres hier à cause du mauvais temps, il y a 48 heures ici à Monaco. Il se bat, il tient. Il y a un point que j'aime beaucoup à 5-3 par exemple pour Sinner, vous parlez de sa proximité avec la ligne, aussi sa façon de frapper à 2 mains un revers sur retour de service. Et vous savez, quand on saute un peu comme un kangourou. Oui, le revers sautait, mais c'est vrai que côté revers, il est très solide, il prend la balle très tôt, il frappe très fort. D'ailleurs, on l'entend quand on est au bord du terrain, cette qualité de frappe qu'il a, il est vraiment exceptionnel. Parlons de l'ambiance ici, beaucoup d'Italiens, vous le savez, à Monte Carlo depuis le début de la semaine, surtout pour défendre celui qui brille depuis le début de la saison, Jannik Sinner, vainqueur d'un grand chelem, vainqueur de tournoi. Il est là, il est bien présent. Et puis, il se passe un truc à 5-5 qu'on ne voit pas arriver. On connaît Holger Rune. Voilà, l'arbitre siffle quelque chose, lui signifie que la balle est bonne. Il y a une discussion avec l'arbitre et il y a avertissement. Oui, alors en fait, il y a une discussion avec l'arbitre. Le public commence un petit peu à siffler. Ah oui. Et pas du tout content de l'attitude de Rune. Et puis lui, il a ce petit geste comme ça, là, de dire à tout le monde de se taire. Et puis là, d'un coup, tout le monde siffle, tout le monde le hue. Enfin, les 3/4 du stade qui est complètement acquis à la cause de l'italien le siffle. Et l'arbitre lui met un avertissement pour on n'a pas à faire ce genre de geste au public. Tu fais pas ta loi toi-même. Voilà, exactement. Et du coup, il décide d'aller le voir, de discuter avec lui et de s'asseoir et de faire appeler le superviseur pour contester. Tu n'as pas le droit de t'asseoir en plein match. Non, mais il a demandé le superviseur le temps qu'il arrive. D'accord. Il s'est assis. Et pendant ce temps-là, Sinner reste de marbre, lui. Reste de marbre. Il se passe un petit peu de temps. Ouais. Il a essayé de négocier l'avertissement, je pense, parce qu'au bout du 2e avertissement, c'est point de pénalité. Donc c'est quand même pas rien d'avoir un avertissement pendant un match. Et puis là, ça se commençait à se crisper. On était dans le money time du set. Ah oui. On a 5-5. Et on pensait, je pensais en tout cas, que ça allait le faire sortir du match. Et j'ai l'impression que ça l'a fait rentrer dans le match. Mais oui, Laurent, vous avez oublié John McEnroe. The ball is on the line. Et oui, la balle, à chaque fois, il discutait, vous savez, même dans une publicité. Qui avait des excès de colère comme ça, incontrôlés, mais qui ne sortait pas du match pour autant. Et c'est ce qu'a fait Rune aujourd'hui. Ça le galvanise, vous pensez aussi ça peut être ça, c'est du show. Moi, je pense qu'il avait besoin peut-être de cette énergie. Ouais. Alors, est-ce que c'est sciemment ou pas sciemment? Ça, on le saura peut-être jamais. Mais en tout cas, grâce à cette adversité qu'il a su créer autour de lui. Il va jusqu'au tie-break. Voilà, exactement. Ouais, ça le pousse à vraiment malmener Sinner, qui n'arrive pas à s'en sortir, qui a même 2 balles de match. Et qui l'emporte. Voilà, et on voit que Rune revient dans le match à 7-6. Oui, avec un coup droit gagnant qui sauve cette première balle de match avec un coup droit gagnant incroyable, qui retrouve sa première balle et qui gagne le 7. Qui gagne le 7 finalement, 7-6. Donc dans le jeu décisif, 8 points à 6. On se dit qu'il y aura encore un grand combat, mais il y a un peu de fatigue et franchement, le 3e set, je ne dis pas qu'il laisse filer Rune, mais on sent qu'il ne peut plus rien faire face à Sinner. Oui, parce qu'en plus, Jannik Sinner, ça fait partie de ces joueurs qui ne montrent rien, qui ne donnent aucun signe, qui sont là, qui sont dans leur match et qui ont un niveau relativement constant, du premier point au dernier point. Et je pense que Rune, malgré la victoire et le gain de la 2e manche, avait un petit peu moins d'essence dans le réservoir. Il était un peu sur la réserve, il était fatigué sûrement d'hier. Mais j'étais assez impressionné par son attitude. Alors, évidemment, il s'est fait siffler, mais ça fait du bien aussi de voir des joueurs vivants, même s'ils s'énervent. Et de le voir revenir quand même avec ce niveau-là qu'il a eu aujourd'hui. 4-6.
7-6, 6-3 pour cette vraiment rencontre incroyable, ce quart de finale sur le central. Les Italiens sont comblés, retrouveront Sinner en demi-finale. Et on va retrouver un autre Italien, nous, juste après, qui doit être content, parce que Yannick Sinner, c'est quand même, pour l'instant, celui qui fait marcher, qui fait vendre le tennis. Oui, mais il n'y a pas que lui. Mais Oui, pas que. Lui, c'est la tête de gondole, entre guillemets, c'est le numéro 2 mondial. Mais il y a beaucoup d'Italiens qui sont dans le top 100. Et donc, nous recevrons tout à l'heure Andrea Gaudenzi, qui est le patron de l'ATP, qui gère évidemment les destinées du tennis mondial. Autre quart de finale, c'était le premier ce matin. Et on a retrouvé du bon Tsitsipas, vainqueur ici, on s'en souvient tous, et qui remonte et qui monte en puissance tout simplement. Ah oui, exactement. Il monte en puissance jour après jour. Il est là, son jeu est en place, avec, on le connaît, hein, sa grosse première, avec beaucoup d'effets, son coup droit qui est bien gratté, qui peut aussi accélérer, son revers à une main qui est magnifique. Ah oui. On est vraiment content de le voir revenir à ce niveau-là et de le voir ici en demi-finale. Tout de rouge vêtu, il s'impose lors de la première manche 6-4, sans trop de pression finalement face à Khachanov. Hein. Alors Khachanov, c'est plutôt un joueur de filière courte, Ouais, plutôt un joueur de surface rapide. Et on le sait, Stefanos aime bien la terre, il aime bien les échanges longs. Donc il a réussi à l'amener dans cette filière-là. Et Khachanov a fait beaucoup plus de fautes directes que Stefanos. Humilité, on l'a compris, également sérénité pour le grec Tsitsipas ici, double vainqueur. Patience. Hein. C'est vraiment le mot qui Vous préférez patience qu'humilité, sérénité? Non, vous faites ce que vous voulez. Non, c'est pas ça, mais pour résumer la terre battue, c'était je crois une fois Mats Wilander qui l'avait dit, et qui avait dit que la terre battue c'était l'art de la patience. Et il nous l'a prouvé aujourd'hui. Il faut faire des rallyes comme on dit. Il faut tenir la balle, il faut tenir la balle. Tenir la balle. Tsitsipas qui tient bien jusqu'au bout, 6-4, 6-2 en 1h21. Il a eu juste une balle de match qui a été contrée, mais autrement il s'est imposé, on va le dire assez tranquillement, et vous a dit avec patience, patiemment. Exactement, et Khachanov qui s'est un petit peu blessé, qui a eu un petit... Le doc nous l'avait expliqué il y a quelques jours, que ça tirait un petit peu sur les adducteurs avec les glissades. Là, il a eu une glissade, il a un peu tiré les adducteurs et il était vraiment amoindri à la fin du match. Tsitsipas retrouvera donc Yannick Sinner en demi-finale. Quelle belle affiche. Allez le mec, il a signé sur la caméra, Stefanos Tsitsipas en français, c'est très sympa. Petit mot sympa, il est sympa Stefanos avec son public. Qui jouera face à Yannick Sinner, numéro 2 mondial, qui a eu tout loisir d'espionner aujourd'hui Novak Djokovic, le numéro 1 mondial qui a souffert dans son quart de finale. C'était un match très très difficile pour Novak, rappelons-le. Il a joué un peu plus de 2 heures. Match contre un adversaire qui fait pas de cadeaux, qui est au fond, qui est patient, qui fait jouer, qui amène le Novak dans des filières longues. Novak qui s'y est employé pour gagner le premier set avec juste un break, 7-5. Mais après le deuxième set a été beaucoup plus difficile pour lui. Il a je pense, été un petit peu entamé, alors que ce soit physiquement par la chaleur. Rappelons que c'est le premier tournoi sur terre battue de la saison. Oui. Un climat, aujourd'hui on l'a vu, on a eu très très chaud, même nous au bord du cours. C'est du 30 en ressenti. Ouais, c'est vrai. Et pourtant il jouait avec la casquette, mais on l'a vu à la fin du match, il avait le visage marqué quand même. Et on le voit sur les images, on l'a vu entamé physiquement, puis ensuite avec l'ombre qui arrive sur le Monte Carlo Country Club, ça s'est mieux passé pour lui sur la fin. Oui, un peu de fraîcheur et puis à l'expérience, on le dit, on le redit, la différence avec les très grands joueurs, c'est les moments importants, c'est les moments où ils se concentrent, où ils font tout pour gagner le point, ils jouent juste. Et ça a marché aujourd'hui, mais il ne fallait pas qu'il soit amené dans un troisième set. Numéro 1, pas pour rien, Novak Djokovic, encore une fois, sur ses terres, ici à Monaco, bien sûr. Oui, je pense qu'il doit être très content d'avoir remporté ce match. Pour lui, c'est le début d'un long cycle de tournois sur terre battue pour arriver le plus possible au top à Roland. Roland, le Grand Chelem, et Roland, les JO. Ah oui, dans sa tête, lui aussi, les Olympiques à Paris, bien sûr. Et oui, bien sûr. Il ne faut pas l'oublier, on en parlait hier avec notre invité en ce qui concerne Raphaël Nadal. Oui, Nadal qu'on espère voir en pleine forme à Roland-Garros. Très bien quand même. Tiens, on va en parler avec le patron du tournoi ATP, de tous les grands tournois. Andrea Gaudenzi. Qu'on a reçu ce matin, qui est venu nous voir juste avant une longue journée de rendez-vous ici au Monte Carlo Country Club. Invité privilège dans les experts ce soir, à côté de Laurent Orsini. Le grand patron, le boss. Le boss de l'ATP. L'organisme qui gère tout ce qui est tennisman professionnel. C'est bien ça, Andrea Gaudenzi, bonsoir à vous. Bonsoir, oui, correct. Vous gérez tous les meilleurs joueurs du monde, de Djokovic jusqu'à Humbert aujourd'hui, par exemple, qui était sur le central. Oui, on est l'association des tennis professionnels, même avec tournoi et joueurs, 50-50. Donc, on est là, on est à Monaco, en Master 1000, un des tournois plus bons de les circuits, dans un cadre spectaculaire.
Moi, j'adore ce tournoi, évidemment. Je suis italien et j'habite ici, donc c'est une semaine fantastique pour nous. Oui, il y a beaucoup d'Italiens dans le tableau comme dans le public, non? Mais Ouais, on va pas s'en plaindre, bien sûr. Laurent. Exactement, on a souvent l'impression de jouer un petit peu ici en Italie, mais comme le disait Andrea, il parlait de Monaco, c'est un tournoi aussi qui est particulier parce que beaucoup de joueurs, presque tous les joueurs, habitent ici et sont résidents en principauté, donc ils jouent tous un petit peu à la maison. Oui, c'est vrai. Même pour moi, à l'époque, c'était un peu différent parce que normalement, on est toujours à l'hôtel. Ici, beaucoup de joueurs, tu es dans ton appartement, avec ta famille. Donc, c'est un peu comme être à la maison. Dormir dans son lit, c'est important. Exact, hein. oui, c'est fantastique. C'est pas facile, mais ça, une fois par an, au moins, c'est très sympa. Qu'est-ce que vous trouvez de changer dans ce tennis? Vous qui êtes un grand joueur, il ne faut pas l'oublier, parce que voilà, quand on est à côté d'Andrea Gaudenzi, quand on met bien l'accent, qu'on ne prononce pas qu'à la française, on se souvient d'un grand joueur avec beaucoup de talent. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? C'est la raquette, la tension des raquettes, c'est le cours, l'environnement? Qu'est-ce qui a changé? Moi, il y a beaucoup de choses qui sont changées. Je ne pense pas beaucoup sur les terrains, mais les joueurs sont mieux, sont plus professionnels. On regarde la génération Djoko, Rafa et Roger. Mais les niveaux même maintenant c'est haut avec la nouvelle génération, Carlo Alcaraz, Sinner, Rune, on a des gens qui jouent très très bien. Je pense qu'on est en train de changer des choses qui sont plus autour des cours, au niveau d'entertainment, au niveau de distribution des médias, digital et tout ça, qui est dans les cours. Les niveaux c'est toujours très haut, mais c'est pas assez différent, ça fait 20 ans. Moi, j'avais joué avec Roger dans 2000 ans et les niveaux, c'est... Vous l'avez battu à l'époque? Oui, les niveaux, c'est beaucoup mieux maintenant. Je pense que les niveaux médiums des joueurs dans les premières 100, c'est beaucoup mieux. Ce n'est pas seulement les top 10, mais même les joueurs 50 ou 90 ou 100 sont très, très bien. Donc, c'est très très bien. Et on a un demande public, c'est fantastique. Tous nos tournois cette année sont full. On le voit ici. Hein. On le voit ici, donc il y a une demande de tennis que c'est une augmentation. On est très très content de ça. Et on en parlait des nouveaux joueurs, vous le disiez, toute la nouvelle génération qui pousse. On a toujours l'impression, quand il y a des groupes de joueurs, 1, 2, 3, c'était Sampras, Agassi. Après, ça a été le trio magique avec Roger, Djokovic. Là, il y a les nouveaux qui poussent. On a toujours l'impression qu'il n'y aura plus personne ou que ça va être complètement différent. Et puis en fait, non. Il y aura un vrai Il y a un renouvellement en permanence avec des joueurs qui sont de plus en plus incroyables. Ça, c'est la force du tennis. Moi, je dis que les produits, c'est les jeux du tennis. C'est tellement fort, c'est un contre un. C'est vraiment comme un game de chess, mais il y a physique, mental, technique. C'est la beauté du tennis. Et on a des acteurs qui sont fantastiques et je pense qu'on va produire dans les prochaines années encore des acteurs très fantastiques. Et c'est global, on a un peu toutes les nationalités. C'est vrai aussi. C'est vraiment global. Mais alors, nous, notre génération, enfin ma génération, je ne vais pas parler de Borg McEnroe, tu as parlé plus près de nous des Sampras, Agassi et autres, on est resté depuis tellement d'années sur Roger, vous l'avez dit, Federer, sur Novak Djokovic qui est toujours là, sur Rafa qui sera peut-être encore là, qui sait, c'est la grande question, on en parlait hier sur Monaco Info. Aujourd'hui, il y avait un joueur qui était tout prêt à tout bousculer, c'était Carlos Alcaraz. Mais depuis un petit moment, depuis son éclosion, on a l'impression qu'il a du mal. Vous avez besoin de gens quand même comme Alcaraz pour briller, une figure de proue, dit-on en français. Oui, on a besoin des rivalries, d'avoir des joueurs contre qui gagnent des tournois de Grand Chelem, qui gagnent des Master 1000. Mais on va l'avoir maintenant pour Carlos. Il a eu un petit des blessures, mais l'année passée, il a très bien joué. Oui. Ça, c'est l'année de Yannick pour le moment. L'année, c'est longue, donc on va voir jusqu'à la fin de l'année. On a aussi des très bons joueurs comme Medvedev, Tsitsipas, Zverev. Donc, on a un peu 3 générations maintenant. On a besoin de duels. Vous voyez ce que je veux dire? On a besoin d'un duel, oui, mais Borg McEnroe, c'était Borg McEnroe. Des vraies confrontations entre 2 ou 3 ou 4 joueurs même. Mais ça va venir. Au début, les duels Rafa et Roger, c'était pas là, c'était pas si évident. Après 5-10 ans, après ça commence à être un peu plus évident, non? C'est pas ça, peut-être Yannick contre Carlito. Oui, exactement. On verra, ça va arriver. Et est-ce que l'apport de séries comme la série sur le tennis sur Netflix ou le match qui a été retransmis entre Nadal et Alcaraz, toujours sur Netflix, comme en F1, est-ce que ça aussi, ça contribue à l'attrait du sport et à la connaissance du sport à travers le monde? Oui, bien sûr. Nous, on voit maintenant que la consommation du sport, c'est au moins 50% non live. Donc les gens, ils aiment de voir des docu-series, des choses qui, c'est pas seulement les lives et les matchs. Ils aiment aussi comprendre un peu ce qui se passe en dehors des cours, behind the scenes. So, c'est vraiment, les social media aussi donnent beaucoup de contenus qui sont intéressants pour engager les fans. Donc c'est un peu un mix.
C'est un peu un mix de live, premium. Ici, on est vraiment au top parce qu'on a les premiers 10 joueurs mondiaux qui jouent ici, mais aussi de donner des contenus à côté. Ce que veut dire Laurent Orsini, c'est que comme pour la Formule 1, on voit bien parce que maintenant on va faire d'autres grands prix, même Monaco, un temps on discute autour de Monaco, on voit bien que l'Arabie Saoudite, tous ces pays-là, pays du Golfe, vous le subissez dans le tennis aussi. Oui. Il y a une poussée, il y a la valeur argent quand même quelque part. On va pouvoir faire peut-être 2 grands prix en Arabie Saoudite, comme vous pouvez faire maintenant des démonstrations, vous associez avec eux. Oui, on a un circuit qui est très global, donc Oui. on est en train de regarder où mais il y a un problème que c'est le calendrier, on est limité par les 52 semaines de l'année. 52 semaines, c'est partout 52. pareil. Il faudrait rajouter des semaines en fait. 4 Grand Chelem, on a 9 Master 1000 maintenant, peut-être en 10e, mais on a des limites, hein, on ne peut pas être partout. Même les joueurs, ils ont des limites parce que les tops, ils jouent 20, 18, 22 tournois par an, pas plus. Et on verra, mais on est sur la bonne route, je pense. La tendance, on le voit pour l'instant. On sait qu'il y a un petit rapprochement qui est en place, qui aura peut-être lieu entre les grands chelems et les Master 1000, qui sont les grands tournois comme Monte-Carlo. Oui, on est en train de travailler avec les Grands Chelems et tous les tournois, les Master 1000 et même avec les joueurs, d'essayer un peu de simplifier l'histoire du tennis du janvier à la fin de novembre, parce que les fans, ils sont un peu plus engagés, plus avec le tennis. Et même la distribution, c'est important. Et maintenant, on voit que les chaînes digitales, ça va être beaucoup plus important qu'avant. Et donc, il faut être là, être agile pour changer les choses comme les autres sports. Parce qu'à la fin, on est dans le business de l'entertainment. Business. Oui, et on est en compétition avec la Formule 1, avec le foot, avec les autres sports. Mais même, on est en compétition avec Netflix, la musique, tout le monde de l'entertainment. Oui, les spectacles, exact. C'est vrai ce que disait Andrea, c'est que le tennis a cette particularité d'avoir différents tournois gérés avec différents organismes. Et c'est ça qui nous dit, c'est-à-dire qu'il voudrait que pour la compréhension du grand public, ce soit plus simplifié et plus clair pour tout le monde. Oui. Les grands tournois ensemble et puis les autres tournois qui feraient peut-être une autre fédération. Qui sait? Je ne vous embête pas plus longtemps avec cela. Simplement dans le domaine de la parité aujourd'hui, on sait qu'à Monaco c'est très compliqué. Hommes, femmes, WTA, ATP, un jour on va être ensemble, on va revenir à une compétition complète comme à Roland-Garros? Non, j'espère. Je crois que les tournois combined, hommes et femmes, sont un produit meilleur. On est en train de travailler avec la WTA, on est en train de merge tous les business units pour présenter au public un produit combined, ensemble, comme les Grands Chelems combinés. Ouais. Ça, c'est très, très important. Je pense que le tennis, dans le monde du sport, c'est très avancé sur ça, beaucoup mieux que les autres. Donc, c'est une opportunité, à mon avis, pour le tennis. Le problème à Monaco, c'est qu'on ne peut pas rajouter des cours. Hein, c'est ça le problème. Il y a des semaines à rajouter pour vous dans le calendrier. Oui, sinon, nous aussi, c'est rajouter des cours. On peut faire back-to-back. Hein, c'est pas obligé dans la même semaine. Oui, et même, on a un format comme en Canada où les 2 tournois WTA et ATP se jouent la même semaine dans 2 villes. Toronto et Montréal. C'est pas mal, c'est une bonne idée aussi. C'est une alternative aussi de jouer dans 2 villes différentes. Mais c'est vrai ce que disait Andrea, et c'est en partie grâce à Billie Jean King, c'est que le tennis est un des rares sports où, dans les grands chelems en tout cas, le prize money homme-femme est le même. Ouais. Ça, c'est incroyable. Hein. Il y a toujours autant d'argent en prize money. Dernier mot sur la concurrence aujourd'hui, et on vous libère parce que vous avez la gentillesse de nous accorder quelques temps sur Monaco Info aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vrai, qu'est-ce qui peut encore changer dans le tennis? Vous êtes élu jusqu'en 2026. Il y a une concurrence qui s'appelle le paddle, le pickleball. Est-ce qu'il y a des sports qui vous ennuient, le squash ou le badminton? Est-ce que quelqu'un peut rivaliser avec le tennis encore aujourd'hui? Dans le monde des racket sports, moi je pense non. Ils sont des sports qui sont ils prennent beaucoup de marchés dans le niveau participation. Et je pense que c'est positif parce qu'il y a plus de gens qui sont proches du racket. Et après, peut-être ils peuvent jouer au tennis, moi en plus. Mais au niveau spectacle, je pense que le tennis, ça va être number one. C'est bon ce sport. Hein. C'est bon, très bon, oui. Et ici, on l'adore. Je vous laisse aller jouer ce soir, parce que vous avez un match, je crois. Vous avez un défi, non? J'ai pas de défi, j'y arrive plus. Je sais pas si Andrea il continue à jouer, on se croise à la salle de gym. Mais... Vous jouez toujours, Andrea? Non, un petit peu juste avec mes enfants, tous les 3, je joue ici au country. Oui, j'essaie un peu, oui. On entretient la forme, bien sûr, dans un cadre idyllique, vous le savez, ici, au Monte-Carlo Country Club. Merci d'être venu nous parler, sincèrement, de ce sport que vous aimez, que vous dirigez jusqu'en 2026, pour l'instant. Oui. Andrea Gaudenzi, le grand patron du tennis mondial de l'ATP. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci à tout le monde. Le tennis qui se porte bien, donc on vient de le constater avec le président de l'ATP, Andrea Gaudenzi. Demain, ça sera encore un programme royal et princier sur le central avec les demi-finales. Pas avant 13h30. La première, on la connaît. Stefanos. Tsitsipas contre Yannick Sinner. C'est vrai que c'est une belle affiche. C'est super pour les téléspectateurs, c'est super pour les organisateurs et c'est super pour nous parce que ça va vraiment être un match magnifique.
Et une deuxième demi-finale demain entre Novak Djokovic et, attention, Casper Ruud. Hein. Oui, Casper Ruud qui est un sacré client, qui monte en puissance. Là aussi, ça va être un match difficile pour Novak parce que contre quelqu'un qui est là, qui tient les échanges, qui n'a pas un jeu qui est très très solide. Mais ils se connaissent déjà. Hein. Ils Oui, sont oui, déjà joueurs Roland Garros. oui, Hein. oui, ils se connaissent très très bien. On va se régaler demain, pas avant 13h30, donc les deux demi-finales et le grand débrief sur Monaco Info comme tous les soirs à partir de 20h30 et en rediffusion. Passez une belle et douce soirée ici en Principauté de Monaco. À demain Laurent Orsini. À demain Christophe.